Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, des tops, enfin du top film, de l'année, 2025. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc cette fois-ci, il y a un ordre sur les 10 films par rapport au, flop 10. Donc, entre le premier et le dixième, il y a quand même un petit écart je trouve au niveau de la qualité, mais globalement ça a quand même été difficile de, bien classer, bien différencier les films, de dire, quel film je préfère à l'autre. C'est pas toujours simple, mais comme le top a été quand même difficile à faire, j'ai vu quand même 100 films sortis cette année, peut-être un tout petit peu plus. Donc même si, je trouve qu'on n'a pas eu une année exceptionnelle non plus, c'était quand même difficile de faire un top 10. Puis, en plus, il y a eu des rattrapages tout récents, donc ça a un peu chamboulé, les choses. Donc j'aimerais quand même citer quelques films qui auraient pu, enfin qui m'ont plu cette année, mais qui pourront pas rentrer dans ce top 10. Donc il y a par exemple F1 de Joseph Kosinski qui a été, pour moi un très chouette blockbuster. Franchement, j'en attendais rien. Pour moi, c'est tout ce que le blockbuster doit être en fait en tout ce qu'on peut enfin, c'est un film, qui est pas hyper original, mais qui est, je trouve très bien fait, qui où les personnages, voilà, on s'attache à eux, la mise en scène, elle est très bien. J'aime bien aussi peu l'originalité de la fin, quoi. On voit Brad Pitt dans sa Formule 1, sur un espèce de plan comme ça subjectif. J'ai aimé parce qu'en fait, on se dit: «OK, on va avoir un film, la fin, ça va être tendu, on va pas savoir ce qui va arriver premier machin», et finalement le film, il prend un contre-pied à cette logique-là, et j'ai trouvé ça assez audacieux. Et bon, sinon le film, oui, il est pas original. Après, j'aime bien la bande son aussi du film. Mais sinon, oui, le film n'est pas original, particulièrement, mais bon, des films sur la Formule 1, bon déjà, on voit pas ça non plus tous les jours, donc c'est plutôt en termes de récit que le film n'est pas original. Mais sinon, franchement, le film, c'est un film qui fait le taf, quoi, je trouve. Ensuite, il y a aussi, bon, je vais essayer de passer plus rapidement sur les autres films, le film House of Dynamite de Catherine Bigelow, que j'ai aussi plutôt bien aimé. Le film Sorry Baby, le film Blue Moon de Richard Linklater. J'aurais pu aussi vous parler de Nouvelle Vague, mais j'ai moins aimé. Mais Blue Moon, c'est plutôt pas mal, et j'espère vraiment que Ethan Hawke, enfin, ça m'étonnerait, mais franchement, il mériterait d'avoir un Oscar pour ce film parce qu'il est exceptionnel dedans. Après, le film, il est aussi un peu compliqué parce que c'est très très dialogué et on a peut-être parfois du mal à s'intéresser au dialogue, mais j'ai trouvé quand même que ce film était très très beau, dans ce qu'il racontait, dans les émotions. Peut-être qu'il en fait parfois un peu trop, mais et j'ai aussi vraiment surtout, bon, je le redis, adoré le personnage de Ethan Hawke, quoi, ce rôle. Enfin, je pense que c'est peut-être même son meilleur rôle en fait. Donc là-dessus, c'était voilà, il fallait que je mentionne ce film aussi. Aussi le film Continental 25 de Rado Youdé, le film Aimer perdre, qui est un très chouette film. Le film Fantôme utile qui a été un rattrapage tout récent, qui est un film très très original. On pense à Wes Anderson, on pense aussi un peu à Pinchapong Cool parce que bon, c'est la même nationalité, et on pourrait faire des petits liens, mais bon, c'est tout quoi. Mais c'est un film ouais, que j'ai beaucoup aimé, j'ai très très original, une histoire de fantômes, de désir aussi, des fantômes qui vont s'incarner dans des aspirateurs, dans des appareils, et qui vont continuer d'avoir une relation avec l'extérieur, qui vont voir se venger un petit peu de ce qui a causé leur mort aussi. Des fantômes gentils, des fantômes. Enfin, il y a un truc. Enfin, vraiment, il faut voir ce film pour le croire, mais j'ai été très très agréablement surpris, et j'ai hâte de voir ce que fera dans le futur le cinéaste. Après, c'est dommage parce que le film part un peu sur une violence un peu, que je trouve un peu absurde, notamment à la fin. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon. Donc là, je parlais de Wes Anderson, The Phoenician Scheme, qui est un film qui m'a pas autant plu que m'avait plu son dernier Asteroid City, mais que j'ai quand même bien aimé, et je pense que je le reverrai parce que c'est un film, il y a beaucoup d'infos qui sont balancées, donc c'est parfois difficile de bien rentrer dans le film, mais c'est un film que je vous recommande parce que, encore une fois, Wes Anderson, c'est encore un film très original avec des acteurs au top. Benicio del Toro, il est génial, génial dans son rôle. Et puis j'aime beaucoup l'aspect un petit peu Tintin du film, quoi, les couleurs, etc., le décor. Donc c'est toujours un film très agréable de la part de Wes Anderson. Ensuite, le film Weapons, évanoui, de Zach Cregger, ça a été une très très bonne surprise. Après, j'ai un peu peur que ce film, euh, en fait, c'est un film, je me dis, j'aimerais bien peut-être le revoir un jour, je le reverrai sûrement un jour,
mais je me dis en fait je serais forcément déçu en le revoyant parce que je trouve que ça fait partie de ces films qui au début ont vraiment un trouble quand tu les as il y a un trouble, il y a un truc, tu sais pas trop ce qui s'est passé et là avec toute l'explication et cetera, je pense que c'est un film qui va se désagréger en fait au revisionnage. Donc c'est vrai qu'il me fait quand même un peu peur, mais c'est un film, le moment où j'ai passé au cinéma était quand même vraiment bon. Il y avait de la tension, il y avait du mystère, là je trouve que la mise en scène est vraiment bien, il y a des plans, très, très efficaces. Donc ouais, ça a été, mon film d'horreur, on va dire, de l'année. Ensuite, un film que j'avais mis dans le top, mais en fait qui a été un peu bousculé, c'est le film Sirat de Oliver Lache, qui est un film que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai trouvé, vraiment très original, qui avait vraiment fait sensation au Festival de Cannes. Et du coup, c'est un film que j'attendais beaucoup. Et je dois dire qu'en fait, le film m'a un peu décontenancé à un moment que je vais pas citer, mais on va dire il y a un gros basculement dans le film à un moment. Donc si vous avez vu le film, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et ce basculement, j'étais un peu perplexe devant, je savais pas trop quoi en penser. J'étais bien dans le film et ça a un peu tout fait chavirer. Et du coup, je savais même pas en sortant de la salle si j'avais tant aimé le film que ça, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un film qui m'a ouais, un peu bouleversé quand même, qui m'a apporté des sensations que je vis assez rarement au cinéma, surtout ces derniers temps. Donc ouais, c'est quand même un film qu'il faut voir avec de très beaux paysages et aussi, enfin en tout cas des paysages aussi qui sont en même temps assez anxiogènes avec, paradoxalement, avec aussi leur convoi, on va dire. Il y a une vraie tension, ça rappelle un peu Sorcerer de Friedkin, etc. Donc moi, qui est un film que j'aime beaucoup. Et même je trouve que le début, vraiment le tout début du film est génial avec les personnages qui vont poser les enceintes, etc. Parce qu'il y a aussi un vrai travail évidemment sur le son. La bande originale, elle est magnifique aussi. Enfin, en tout cas, la bande son est magnifique et elle est en tout cas très prenante et elle va très très bien avec cette espèce d'expédition, on va dire. Donc non, moi c'est un film que j'ai aimé, peut-être pas autant que d'autres personnes, mais qui m'a aussi décontenancé, etc. Donc c'est aussi des émotions que j'aime parfois vivre quand même. Et donc ce film se démarque aussi de tout un tas de films qui sont sortis cette année. Et pour le coup, fallait aussi oser faire un film comme ça. Donc on va commencer maintenant le top 10. À la 10e place, le film Imparfait Inconnu de James Mangold. Donc moi, James Mangold, c'est un peu... il y a un peu tout et rien quoi, dans sa filmo. Il y a des choses... je pense qu'il y a des choses qu'on peut jeter, il y a des choses qui sont parfois sympathiques. Et je me demande si c'est pas peut-être le meilleur film en fait de James Mangold. C'est un biopic. Au début, je me disais bon, ça va être un biopic encore un peu classique sur un chanteur, donc en l'occurrence Bob Dylan. Et finalement, alors un peu, oui, c'est un film qui, d'une certaine façon, est assez académique dans son scénario, dans sa structure, mais je trouve que il y a quand même une atmosphère, une ambiance, quelque chose, une reconstitution qui fait on s'y croit vraiment. Timothée Chalamet, en plus, il est très très bien dans son rôle, je trouve. Mais je trouvais que le film démarrait comme ça sur quelque chose d'un peu funèbre où Bob Dylan va rendre visite à un gars qu'il admire, qui est joué par Edward Norton à l'hôpital. Et il y a quand même quelque chose de funèbre, comme s'il y avait, il fallait démarrer autre chose. Et ça m'a vachement touché dès le début du film et ça m'a plus quitté. Et je trouve que le film a une patine comme ça qui est assez, ouais, assez savoureuse. Donc c'est un film qui m'a bien plu. Donc franchement, je vous le recommande chaudement. Ensuite, à la 9e place, je vais parler du film La trilogie d'Oslo, Rêve. Donc la trilogie d'Oslo, c'est une trilogie qui comporte 3 films. Donc réalisé par Dag Johan Ogrud. Et je parle spécifiquement du film Rêve, qui est celui qui m'a le plus plu en fait dans cette trilogie, qui va parler en gros d'une jeune fille en fait qui va tomber amoureuse de sa professeure et on va voir qu'est-ce qui va se passer quoi. Et donc c'est un film comme les autres films de cette trilogie qui est, tu ressens vraiment l'écriture. Je crois que d'ailleurs que le réal est aussi écrivain et ça c'est évident quoi. Quand tu vois le film, tu te dis forcément il y a un passif un peu d'écrivain, de quelqu'un qui détaille longuement les choses. Donc c'est très intéressant comme ça d'autant analyser les choses aussi. Parfois peut-être que ça peut enlever ça peut être un peu gênant. J'ai eu un peu ce problème avec un autre film de sa trilogie, mais ça peut être un peu gênant parfois parce que t'as l'impression de trop rentrer limite dans le truc, de trop analyser, que ça soit, voilà, qu'on essaye trop d'ajouter de la clarté et ça enlève peut-être parfois un peu de la beauté, mais en tout cas, je trouve que dans ce film-là, c'est vraiment bien géré. Il y a quelque chose de moralement quand même qui pose des questions. En tant que spectateur, on se pose des questions. En même temps, on s'attache quand même au personnage.
Donc non, c'était vraiment, un film très, très intéressant, donc je vous le recommande et je vous recommande, globalement la trilogie. Ensuite, en huitième place, j'ai mis le film Baby Invasion de Harmony Korine. Donc, je vous en ai parlé sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ma critique. C'était une expérience complètement folle, comme l'avait été Agro Drift. Donc j'aime bien ce que fait Harmony Korine. Voilà, s'il nous sort un film comme ça tous les ans, c'est génial. Mais ouais, pareil, je vous recommande ce film qui ne ressemble à rien. Bon, déjà, Baby Invasion, le titre parle pour lui et le film est autant fou que ce titre. Voilà. Et puis la musique de Burial, j'attends toujours que la musique soit disponible sur Spotify ou autre, parce elle est géniale aussi dans ce film. Ensuite, je vais vous parler d'un film qui a été un rattrapage récent, qui est le film Le Rire et le Couteau, qui est un film dans lequel on va se retrouver en Guinée-Bissau avec un personnage qui va arriver, donc pour en gros donc un Portugais qui va arriver, il va devoir faire un rapport si on peut construire une nouvelle route ou pas. Donc c'est un film qui parle du colonialisme. Lui-même, ce personnage, avec ses décisions, va s'inscrire aussi dans une espèce de continuité où on voit qu'il y a toujours des conséquences, le colonialisme qu'il y a eu là-bas, et non, aussi beaucoup d'autres pays, a toujours ses conséquences, a toujours se perpétue d'une certaine façon encore un petit peu. Donc ça, c'est très intéressant. Le réalisateur adopte un regard aussi un peu critique aussi sur son propre personnage principal, qui est aussi un personnage en même temps très attachant, hein. C'est lui qu'on suit. Des fois, voilà, t'es un peu contre lui, tu comprends que les personnages, que la population locale soit un peu contre lui, et en même temps, c'est un personnage qui est attachant, qui essaye de faire de son mieux. Donc j'ai trouvé que c'était un très beau film qui dure 3 heures et demie, donc c'est quand même assez long. En même temps, on s'ennuie pas vraiment. Le film arrive toujours à redémarrer des intérêts. Et en fait, plus on avance, quelque part, plus on va aller au plus profond du pays, je trouve. Et ça, j'ai trouvé que c'était très très beau. Le film a un aspect documentaire. On est toujours la caméra est toujours portée, quoi. On n'est jamais vraiment sur trépied. Il y a c'est un peu, en plus, ce personnage est un peu comme un reporter en fait qui va évoluer dans ce film, qui va s'intéresser à la population, et du coup il se fait un peu porte-parole et différents témoignages qu'on va avoir. Donc c'est vraiment un très très beau film. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre plus haut dans ce top. Donc là, en fait, avec ce film-là, je pense qu'on rentre vraiment dans les très très bons films qu'on a eu cette année, peut-être aussi avec Baby Invasion, qui est aussi un super film. Mais vraiment, je vous recommande chaudement ce film, qui est à la fois complexe, très intéressant au niveau de ses thématiques, et qui a une approche documentaire aussi que je trouve très très intéressante. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler du film que j'attendais le plus cette année, donc donc à la sixième place, le film Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Donc j'aurais aimé que ce film soit premier, que ce soit pour moi le chef-d'œuvre de 2025. C'est pas forcément le cas, mais pour autant c'est quand même un super film. Je pense que je mettrais au-dessus même de Licorice Pizza, que j'avais aussi beaucoup aimé. Et après, pas forcément dans mes Paul Thomas Anderson préférés non plus. Mais oui, un film d'ailleurs que j'ai revu aussi, que j'ai trouvé. Enfin, Paul Thomas Anderson qui, comme à son habitude, ne fait rien comme personne. Donc c'est un film qui est tout le temps étonnant. Les acteurs sont tous géniaux, que ce soit Teyana Taylor, bon, DiCaprio, euh, Sean Penn qui est exceptionnel. Franchement, il mérite son Oscar là. Enfin, il mériterait d'avoir un Oscar pour ce film. Benicio del Toro aussi qui est super. Chase Infinity. Vraiment, comme à son habitude, Paul Thomas Anderson dirige à merveille ses acteurs. La photographie aussi qui est vraiment belle. Là, on est sur un film aussi au niveau de la mise en scène qui est bon, on le voyait aussi avec Licorice Pizza, mais on voit que quelque part, Paul Thomas Anderson assagit un peu sa mise en scène enfin, voilà, c'est moins technique, disons. Pas mal de gros plans aussi sur, par exemple, je repense à ces plans où on a des réunions avec, je sais plus comment ça s'appelle, on va dire, ce groupe en fait de personnages fascistes, les aventuriers de Noël ou je sais plus. Et on va avoir des gros plans comme ça sur Sean Penn, complètement dingue dans ce film, mais ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça, et puis ça faisait aussi plaisir de le voir dans Licorice Pizza. Vraiment, quand il est dirigé
Bon, il est souvent très bon, mais là, en l'occurrence, par Paul Thomas Anderson, il est génial. Et donc, en fait, voilà, un film très original, en même temps complexe, adapté de Pynchon, ça j'ai pas dit, de Thomas Pynchon plutôt, qui est, c'est pas la première fois qu'il adapte Pynchon. Il avait déjà fait avec Inherent Vice, qui est un film que j'adore, qui est un de mes Paul Thomas Anderson préférés. Là, il fait quelque chose de beaucoup plus accessible, disons, avec vraiment des séquences d'action. Pareil, on n'avait jamais vraiment vu de scènes d'action chez Paul Thomas Anderson. Et là, on en a une, par exemple, à un moment, parce qu'ils vont, voilà, on suit en fait, j'ai même pas vraiment pitché le film, mais on suit des révolutionnaires au début. Et à un moment, ça va très mal se passer. Il va y avoir un meurtre au début du film, ils vont s'enfuir. Et il va y avoir comme ça, une séquence de course-poursuite, on va dire, ou en tout cas, voilà, on est en voiture et on essaye de se barrer le plus vite possible. Et en fait, juste la séquence, elle paraît pas si impressionnante comme ça au premier abord, mais il y a quand même un truc où rien que la voiture qui rentre dans d'autres voitures, qui se percute, et pourtant, on a vu des choses bien plus impressionnantes, bien plus conséquentes dans d'autres films. Bah, juste ça, en fait, j'ai trouvé que c'était, je ressentais vraiment beaucoup de choses. Et puis bon, sans parler évidemment de la course-poursuite finale qui est complètement dingue. Enfin, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu quelque chose d'équivalent au cinéma, où on a trois voitures qui sont quand même à plusieurs centaines de mètres les unes des autres. Et on ressent quand même une tension, il y a quand même quelque chose qui se joue avec la perspective de la route. Enfin, j'ai trouvé cette idée absolument géniale. Et puis pareil, donc voilà, c'est un film donc qui parle de la révolution, de changer les choses politiquement, etc. Je trouve que la manière dont Paul Thomas Anderson acquérit, on va dire, ce thème-là est assez intelligente. Comment le désir peut se perdre et puis le rapport entre ce désir-là aussi de changer les choses, le rapport aussi à la sexualité, à la libido, le rapport entre le personnage de Sean Penn et le rapport de Teyana Taylor, il y a quelque chose de, ouais, de confus, et puis même son rapport à lui, quoi, le rapport de, ouais, d'avoir eu une relation comme ça avec une femme noire alors que c'est un gros raciste, etc. Le film est complexe, le film il va sur des terrains inattendus et passionnants. Donc c'est quand même un film qui m'a bien plu. La BO de Johnny Greenwood est super aussi. J'ai vu que des gens avaient avaient un peu reproché que la BO soit autant omniprésente dans le film, mais moi je trouve que en fait le film ça paye une bataille après l'autre, on a des actions après les autres, on a des choses après les autres, et il y a un truc de redémarrage constant dans le film que je trouve super en termes de montage, et auquel la musique comme ça qui va revenir tout souvent se greffe assez bien. Donc non, voilà, c'est quand même un film, même si j'ai dit que c'était pas forcément un de mes Paul Thomas Anderson préférés, qui m'a beaucoup marqué. Donc je suis pas déçu non plus de ce film. Loin de là, j'ai trouvé ça vraiment super. Ensuite, à la cinquième place, le film Tardes de Soledad de Albert Serra. Donc je disais que Une bataille après l'autre était le film que j'attendais le plus cette année. Tardes de Soledad faisait aussi partie, je pense qu'il était dans le top 3 des films que j'attendais le plus. Et encore une fois, Albert Serra nous sert un super film sur la corrida, sur un torero, donc il va s'intéresser à la vie de ce torero. Et on va essayer de voir, bon déjà on nous place directement éthiquement sur quelque chose moralement sur quelque chose de compliqué, quoi, parce que bah, personnellement je suis plutôt contre la corrida. Et du coup tu te dis, bon, dans quel sens va aller le film? Et finalement en fait, bah, il filme, il se dit, bah, le spectateur, il va retirer ce qu'il va en retirer, mais voilà, moi je vais pas ouais, essayer d'adopter un regard où je vais me dire, tiens, où je vais essayer de dire, bah, il faut défendre la corrida, où il faut la condamner complètement. Donc le film nous place comme ça dans une posture très intéressante et difficile aussi, parce que bah, c'est voir aussi des taureaux mourir, donc des scènes qui sont très difficiles à regarder. Mais je trouve qu'en échappe quand même une certaine beauté, et le film réussit de son pari parce que en même temps, tu as envie parfois de voir le personnage, ce torero, se faire enfoncer, se faire, voilà, que les taureaux lui mettent ce qu'il mérite. Et parfois, tu t'attaches aussi en même temps à ce personnage, et du coup, il y a quelque chose de vraiment saisissant, quoi. T'as l'impression que ce gars, c'est Dieu pour les gens qui sont autour de lui. Il y a un truc un peu divin, il y a un truc mystique qui est très beau, et moi qui m'a complètement pris, auquel je m'attendais pas du tout.
Et je trouve en plus que le film, au niveau du montage, dans sa structure, on a comme ça des séquences de quotidien dans l'intimité du torero, des séquences où on est sur le terrain, dans l'arène. D'ailleurs, on ne filme jamais les spectateurs dans l'arène, ça c'est très intéressant. Ce qui fait qu'on n'a même pas le regard, en fait, on n'a rien auquel s'identifier à part, voilà, notre propre rapport à ce qui est en train de se passer. Donc non, enfin moi je trouve que Albert Serra a eu en faisant ce film une super idée, que c'est très bien fait, il y a une espèce de matérialité comme ça qui nous quitte jamais. On a vraiment l'impression de ressentir grandement les choses. Donc un film que je vous recommande absolument et j'ai hâte de voir le prochain film de Serra qui devrait sortir normalement en 2026. Ensuite, un film qui, par ses thèmes fait un peu penser, on retrouve un peu des thèmes similaires au Rire et au Couteau, c'est le film Soundtrack to Coup d'État, qui est donc un documentaire qui va en gros parler de l'indépendance du Congo pendant la guerre froide et on va dire du soft power qu'ont amené en fait les États-Unis par rapport aux musiciens noirs, donc l'émergence aussi du jazz à ce moment-là. C'est un film qui est vraiment passionnant. C'est un film en plus, donc je parle du jazz qui est très important dans le film et très important aussi à cette période-là. Le film, il arrive en fait à, comment dire, par son montage en fait est très audacieux dans la mesure où les choses vont vraiment s'accorder sur une musique de jazz et le montage est lui-même, en fait, on dirait presque que le montage est lui-même, a lui-même un côté jazz quoi, et du coup, j'ai trouvé ça passionnant parce que bon, moi, j'aime bien regarder des documentaires, mais j'aime beaucoup quand les documentaires sont un peu formellement innovants, dans leur structure innovants. Et je sais pas, par exemple, bon, je vais prendre un truc random, j'ai vu la série sur Martin Scorsese qui est sortie cette année. Alors c'était chouette parce que on apprend plein de choses, etc. Mais en fait, ça me fait chier parce que c'est linéaire, on va du début à la fin, et puis c'est tout, donc tu prévois déjà un peu ce qui peut se passer. Là, même si, d'ailleurs, moi j'ai appris tout un tas de choses en fait en regardant ce documentaire, hein. J'avais très peu de connaissances là-dessus, sur le Congo, sur les batailles du Congo, sur le pouvoir, bon, le pouvoir des États-Unis, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il est encore, etc. On sait ce qu'il a été, mais c'est un film dans lequel j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la musique, etc. La puissance de la musique, etc. Et là, en fait, je trouve que le montage, il est en fait hyper prenant, il dynamise vraiment les choses, ce qui fait qu'en fait, on peut pas s'ennuyer, je trouve, devant ce film. Euh, Ce qui pourrait être un petit peu la limite, c'est que justement, il y a tellement une espèce de rapidité de montage, comme ça, comme, un peu, parfois, à la limite, qui va se couper dans ses élans, etc. Qui fait que des fois, peut-être qu'il y a beaucoup d'informations, en fait, dans le film, justement. Et on aimerait peut-être parfois que le film se repose un petit peu. Et en même temps, je trouve qu'il y a une énergie qui va très bien à ce qui est évoqué aussi dans le film. Donc, voilà, film documentaire que je vous recommande très très chaudement. Ensuite, à la troisième place, je vais vous parler du film Ce que cette nature te dit de Hong Sang-soo. Donc l'année dernière, j'avais déjà mis dans mon top le film In Water de Hong Sang-soo. Et donc là, encore une fois, un film de Hong Sang-soo dans le top. Heu, j'ai vu en plus ce film, avec des sous-titres anglais, donc j'ai pas forcément tout saisi, mais quand même, je pense avoir, quand même très bien cerné globalement de quoi ça parlait. C'est un des films les plus durs de Hong Sang-soo, alors qu'au début tu t'y attends pas, quoi. C'est juste un homme, qui va avec ou plutôt, voilà, une femme qui va présenter son petit ami, à ses parents, donc il va rentrer dans la maison familiale. Il va avoir des conversations avec le père, donc que ce soit donc dans la maison et puis avec le reste de la famille, donc dans la maison et puis à l'extérieur. Le film est très très beau dans ce que ça raconte, toujours dans les relations entre les personnages comme on a l'habitude avec Hong Sang-soo. Et puis toujours Hong Sang-soo là, c'est définitif depuis quelques films, mais bon tu vois qu'il est de plus en, enfin maintenant il est vraiment tout seul quoi à filmer. On a une image qui est pas forcément très jolie, on va dire dans les conventions, etc. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je trouve que ça fait ressortir une certaine beauté et enfin personnellement ça c'est un film qui m'a vraiment bouleversé quoi, émotionnellement, notamment dans sa dernière partie parce que le film a une certaine douceur et cetera qu'on connaît, qui est habituelle de films de Hong Sang-soo et en même temps c'est un film qui va être très, très brutal, très difficile dans sa dernière partie, un moment où on est en train de dîner et ouais c'est un film,
Du coup, c'est probablement un des films qui m'a le plus ému cette année. Donc, encore une fois, je vous invite vraiment à regarder ce film, et sinon à regarder en tout cas les autres films de Hong Sang-soo qui, moi, à chaque fois qu'il fait un film, me cueille, même si pour moi celui-là fait vraiment partie de ses meilleurs films, comme In Water. Des fois c'est un peu moins bien, des fois c'est un petit peu plus oubliable, un petit peu plus habituel, mais là, ce film se démarque surtout par cette dureté qu'il peut avoir envers ses personnages. Ensuite, à la deuxième place, alors là, ça a été un rattrapage vraiment de dernière minute. C'est le film Dry Leaf de Alexandre Kobridze, qui est un film, alors là, je parlais d'une image un petit peu, pas forcément dans les conventions, on va dire, d'une belle image aujourd'hui, donc avec le film de Hong Sang-soo. Là, on est sur quelque chose d'encore plus particulier. C'est qu'en fait, on a l'impression, par exemple, de voir en fait des toiles de Cézanne. Sauf qu'on est dans un film, d'ailleurs, le film dure plus de 3 heures, c'est très long, et on a l'impression en fait, on sait plus vraiment dans quoi on est, quoi. On est au cinéma, mais on est dans une forme qui est très particulière où, bon, on voit des personnages évoluer dans des décors et cetera, et on voit, même des décors, mais on arrive à distinguer les forêts et cetera, de la ville, machin. C'est, un chat aussi si on veut, mais heu, il y a tout de suite dans le plan, des choses qui ressortent, les pixels ressortent aussi un petit peu, mais on a l'impression d'être dans une toile, en fait, de Cézanne, et j'ai trouvé ça absolument magnifique. En fait, c'est vraiment le genre de film qui te donne de l'espoir par rapport, à ce qui peut encore se faire au cinéma, et quand tu vois ça, tu te dis: «Mais en fait, on a rien exploré, quoi, de ce que peut être une image de cinéma, de ce qu'on peut faire à l'objectif». Après, je sais pas comment, le film a été tourné exactement, comment le film a été, au niveau du post-traitement, enfin, ou plutôt au niveau du montage, comment ça s'est fait par rapport à comment ça a été fait sur le moment du tournage, ça, je sais pas. Mais en tout cas, le résultat, je trouve qu'il est magnifique. Le film, au début, j'avais un peu peur parce que quand j'ai vu à quoi le film ressemblait, je me suis dit, bon, est-ce que 3 heures comme ça va le faire? Et en fait, ça le fait carrément. La bande son, d'ailleurs, il y a un rythme, on va dire, musical qui revient à certains moments. En fait, le film, il est hyper, il y a quelque chose d'hypnotique, et c'est un film très contemplatif. Tu rentres dedans, enfin, moi, je suis rentré vraiment complètement dedans, et donc je vous ai même pas dit de quoi ça parle. Donc le film, en fait, ça va être l'histoire, en fait, d'un homme, d'un père de famille qui va essayer de retrouver sa fille de 28 ans, qui lui a envoyé une lettre, en gros. Elle dit qu'elle, voilà, elle les a quittés, machin, et lui, il va vouloir la retrouver parce que ça fait longtemps qu'elle est partie. D'ailleurs, c'est aussi un film que j'ai vu avec les sous-titres anglais, donc j'ai pas forcément capté l'entièreté, mais c'est un film dans lequel les dialogues vont souvent se répéter. C'est un film qui fait beaucoup penser, et c'est aussi pour ça que ça m'a beaucoup plu. C'est c'est un film qui fait beaucoup penser au film de Kiarostami, donc qui est un cinéaste iranien, qui est un de mes réalisateurs préférés, qui a fait par exemple le film Où est la maison de mon ami. Et dans ce film-là, on pense beaucoup à ce film et aussi à d'autres de ces films, dans la mesure où c'est un personnage qui va donc partir en vadrouille, partir en road trip, on va dire, et qui va poser des questions à des gens, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que sa fille de 28 ans, elle avait un projet, c'était d'aller faire photographier, on va dire, les gens dans une stade de foot. Donc ouais, c'est assez spécifique, assez particulier. Et lui, il va sillonner comme ça les routes pour essayer de trouver justement les stades de foot. Donc il va demander aux gens, déjà, il va leur montrer une photo de la fille, il va dire est-ce que vous connaissez cette fille, etc. Et en même temps, il va essayer d'aller sur les terrains de foot, etc., pour voir des gens qui peut-être connaîtraient, qui seraient plus susceptibles de connaître la photo de cette fille, etc. Et donc le film comme ça répète beaucoup, bon, à l'image de ce rythme musical qui revient très souvent, répète aussi ses conversations, ses questions. Donc voilà, du coup il y a vraiment un truc où même si on voit le film avec des sous-titres anglais, on peut facilement comprendre de quoi parle le film. Et c'était vraiment une sacrée expérience. Et puis ce qui vient aussi un peu rentrer en conflit avec ce sentiment de réel, on va dire, qui pourrait être véhiculé dans les films de Kiarostami. Bon, déjà, c'est l'image du film, qui est une image un peu, oui, rêveuse. On est sur quelque chose où nous-mêmes, on essaye de projeter des choses sur les images qu'on voit par moment.
et qui redéfinit complètement, les choses quoi, par sa particularité. Donc une image qui est très, oui, qui est on a un rapport très, très sensible à cette image et en même temps, on a aussi, quelque part des fantômes en fait dans ce film-là. Ce qui est très étonnant, c'est il va pas être tout seul dans ce road trip, il va être accompagné de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est quelqu'un qui fait partie tu sais pas trop en fait, il fait partie de la vie de sa fille. Il connaît sa fille, il lui est attaché aussi et on voit aussi d'autres personnages où en fait on va juste entendre des voix qui vont converser. Parfois justement, ça va être ce personnage invisible, en fait, qui va converser avec un autre personnage invisible. Donc il y a pareil tout un truc sur le temps, enfin c'est un film qui est vraiment mais enfin moi c'est tout ce que j'ai envie de voir quoi au cinéma, des films comme ça qui osent, des, heu, des films qui ne ressemblent à rien autant formellement que dans ce que ça dit. Donc un conflit comme ça entre une espèce de matérialité, portée par exemple on voit bien que c'est un film qui est influencé par Kiarostami. En même temps, bah, on a des fantômes, on a des personnages qu'on ne voit pas, on a une image comme ça très très étonnante. Donc voilà, Dry Leaf, un film que je vous recommande absolument. Ensuite, le film que j'ai préféré cette année et là, alors c'est un peu de la triche d'une certaine manière et d'ailleurs Dry Leaf, c'est un film qui est disponible, voilà, si vous cherchez, mais c'est un film, je pense pas que ça va sortir au cinéma, mais heu, peut-être que ça sortira, officiellement, on va dire en 2026 et là, c'est pareil, c'est un film de 2025 mais qui va sortir en 2026 en France. C'est le film de Mastermind de Kelly Reichardt. Donc Kelly Reichardt qui est, je pense ma réalisatrice préférée, on va dire, en vie, en activité. J'avais beaucoup aimé déjà Showing Up que j'avais mis, dans mon top l'année où c'est sorti, que j'avais mis même très haut et là, encore une fois, film de Kelly Reichardt, 1er, dans mon top. Je crois que j'aime tous ses films globalement, alors hormis, je crois que son western qu'elle avait fait, j'avais pas trop aimé, mais il faudrait que je le revoie. Mais là, donc un film avec Josh O'Connor, Alana Haim qui avait joué, donc qui joue dans Une bataille après l'autre, qui avait joué aussi dans Licorice Pizza. En gros, alors de quoi ça parle? On va s'intéresser en fait à un personnage qui va vouloir braquer, un musée, qui va vouloir voler des tableaux. Au début, il y a petite organisation avec ses confrères. Tu vois déjà que tout ça, n'annonce rien de bon au profil des voleurs, que tout ça, va peut-être pas trop bien se passer. Le film, bon, on connaît Kelly Reichardt, c'est un style qui est assez contemplatif, qui est assez lent, qui prend son temps et je trouve que ça rend plutôt service, en fait, même au braquage, il y a vraiment une tension, il y a pas besoin de faire un montage elliptique pour montrer la tension et cetera. Là, juste un personnage qui attend dans sa voiture pendant que les autres sont en train de braquer. Tout de suite une tension et même dans la préparation, quoi. Tu te dis, «Est-ce qu'ils sont bien en train de préparer les choses? Est-ce qu'ils vont rien oublier?» Bon, en même temps, tu te dis ça, mais tu te dis aussi: «Bon, est-ce que j'ai vraiment envie de m'attacher à ces trois loustics?» Pas forcément. Mais en tout cas, d'ailleurs, j'ai jamais vu autant un personnage, c'est pareil, ça c'est très à la fois très, très amusant et perturbant, mais de voir donc là, en l'occurrence, le personnage de Josh O'Connor, on a l'impression qu'il a pas du tout envie, en fait, d'être dans ce film de Kelly Reichardt, quoi. On dirait que le personnage a envie de s'échapper et donc en fait, voilà, la séquence de braquage arrive relativement rapidement dans le film, ce qui va ensuite ouvrir autre chose et tu te demandes, en fait, où le film va. Quelque chose comme ça de très étonnant. À un moment, tu te crois aussi un peu dans Bonnie and Clyde, avec, des personnages qui vont, enfin, là, je commence un peu à trop en dire, donc j'ai vraiment envie de garder la surprise parce que c'est un film, bon, qui est quand même assez lent et cetera, dans lequel, en fait, il se passe assez peu de choses, mais comme très souvent chez Kelly Reichardt, quoi. Il y a beaucoup de moments comme ça, de moments un peu lents où on s'attarde sur des choses, auxquelles on s'attarderait pas dans d'autres films. Par exemple, il y a une séquence où le personnage, il va dans une ferme et il va cacher quelque chose. J'en dis pas plus, mais il va cacher quelque chose dans cette ferme. Il va sur un escalier, et en fait, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Je sais pas combien de temps le plan dure. C'est très, très long et tu te dis: «Mais en fait, il y a que Kelly Reichardt qui peut faire un plan comme ça aujourd'hui» et en même temps, tu ressens plein de choses, enfin, vraiment, je pense que c'est un des meilleurs films aussi de Kelly Reichardt, mais en fait, moi, globalement, j'aime quasiment tout. First Cow, c'est un film que j'avais adoré. Je pense que mon préféré, c'est Certaines femmes, qui est vraiment un film magnifique et pourtant c'est un film à segments et souvent les films à segments, c'est décevant.
Mais là et puis la photographie de Mastermind, pareil, magnifique. Il y a un côté très le film se passe comme ça, une atmosphère de guerre du Vietnam et de mouvement de libération des droits des femmes. D'ailleurs, le film se finit un peu là-dessus aussi. Pareil, la fin est très, 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 très amusante, quoi. C'est ça aussi qui est marrant, c'est le décalage entre le personnage et l'attitude du personnage qui a pas du tout envie, de Josh O'Connor qui a pas du tout envie d'être là. En même temps, l'ironie, grinçante un peu qui vient parfois se greffer dans le film. Il y a quelque chose de très, très drôle et voilà, qu'on ne retrouve que chez Kelly Reichardt. Donc, Josh O'Connor est super aussi, hein. Je pense que c'est un acteur qui va avoir quand même une sacrée carrière s'il continue à travailler avec de tels cinéastes. On l'attend évidemment dans le prochain Spielberg. Et puis donc oui, je vous parlais de la photographie qui est vraiment magnifique. Très, on n'a jamais vu vraiment une photographie comme ça, je trouve. Et, oui, on se sent vraiment dans les années 70. Il y a vraiment une reconstitution que je trouve à laquelle on s'identifie bien, on rentre vraiment dans l'époque. Donc, pareil, les scènes dans le film commence en fait avec le générique dans le musée qui fera l'objet du braquage. La manière dont ça navigue, tu sais pas trop, est-ce que sa famille est au courant même du fait que lui-même veuille braquer ensuite ou que lui-même vole. Que c'est, la manière dont les personnages circulent en fait dans le musée au début, le gars qui surveille, et cetera, qui est en train de dormir. Il y a un truc avec la musique jazz aussi. Et il y a encore une fois la musique jazz dans ce film qui est très importante. Et pareil, il y a une manière de dynamiser un peu les choses. J'ai trouvé que c'était aussi un beau terrain, pour aussi faire ressortir une certaine tension, une certaine accélération et comme ça des mouvements un peu brusqués quoi, comme la musique jazz qui est un peu, qui parfois s'autorise à se brusquer d'un coup, à redémarrer et cetera différemment. Donc le film fonctionne un peu comme ça aussi. Donc c'est assez marrant par rapport à Soundtrack to a Coup d'État, même si c'est des films voilà, qui n'ont rien à voir, hein, mais donc voilà, un film qui sortira. Alors, je vous rassure, c'est quand même un film qui sortira en France rapidement. Bon, il y a des moyens de voir ce film, mais il sort en février, donc en tout cas, c'est sûrement un film que j'irai revoir parce que ça a été une très très grosse claque. Après, je sais pas si ça sera au goût non plus de tout le monde, hein, parce que c'est un film assez lent. C'est un film duquel on pourrait attendre autre chose. Mais justement, moi, ce que j'aime aussi dans ce film, c'est qu'on voit des choses qu'on ne voit jamais ailleurs au cinéma. Et donc, moi, c'est de toute façon ce que j'attends en fait des films, hein, et je pense que ce top est assez représentatif, c'est de voir des choses qui diffèrent en fait, qui diffèrent, qui soient originales. Bon, là, je dis des banalités, mais autant sur la forme que dans le fond, dans les séquences qu'on nous montre. Et je pense que s'attarder sur Josh O'Connor qui monte et descend des escaliers pour déposer quelque chose, pour reprendre quelque chose en bas, pour remonter, reprendre quelque chose, etc. euh, voilà, moi, c'est des types de plans, j'aime me dire qu'un cinéaste est capable de faire ça, de m'apporter ça, et de me faire ressentir, c'est ce qui compte, de me faire ressentir, de m'émouvoir avec ce genre de plan, et voilà, avec tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après, bien évidemment. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé ce top film. N'hésitez pas à me donner le vôtre, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de mon top aussi. Est-ce que il y a des films que vous avez vus dedans, si vous avez aimé, pas aimé, etc. Et moi, je vous dis salut.